On se trouve présentement dans le charmant petit village de l'Île Verte, là où une artisane bien ancrée au territoire fabrique du papier artisanal à l'aide de vêtements recyclés. Allons ensemble à sa rencontre. Allô Cynthia! Bonjour! Merci de nous recevoir chez toi, Oui. dans ton atelier, qui est actuellement en pleine production, non? Oui. Oui, cool. Fait que là, on est là parce que tu es une artisane du papier artisanal, et tu as une entreprise qui s'appelle l'Algue d'Or. Et en fait, ça fait combien de temps que ça existe, l'Algue d'Or? L'Algue d'Or, ça va faire bientôt 20 ans que j'ai ouvert ça au public. Ça fait plus de 20 ans que je fais du papier, là, que j'explore cet art-là. Mais c'est vraiment... L'Algue d'Or, ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça existe. Puis c'est né ici, en même temps que tu es arrivée dans cette maison-là, ou... Ben, disons que la maison ici, ça m'a permis d'élaborer une idée. Okay. Donc, j'avais enfin l'espace pour faire ma production, mais aussi pour recevoir les gens et faire une boutique. Et l'autre aspect aussi que j'explore aussi, donc en faisant visiter mon atelier, donc les gens apprennent sur l'histoire du papier. Et en plus, donc cet aspect-là d'histoire, je l'explore aussi. J'ai un côté littéraire. Donc, de recherchiste littéraire, de poète. Et donc, en arrivant ici à l'Île Verte, j'ai découvert deux auteurs très importantes de notre région, qui sont Blanche Lamontagne et Robertine Barry. Et il y a un petit coin musée littéraire en leur honneur dans la boutique. Dans l'espace de boutique. Ouais. L'écriture, moi, c'est arrivé en première année. Quand, j'oublierai jamais, mon enseignante de première année, quand elle m'a expliqué comment se construisait une phrase, Pierre et Marie jouent au ballon. Pour moi, c'était l'illumination. Ensuite, quand j'ai vraiment appris de comment est-ce qu'on construit des phrases, comment est-ce qu'on écrit, elle nous a initiés à la poésie aussi, tout de suite, c'est venu. Donc, dès très jeune, j'envoyais des petits poèmes dans le journal de l'école. Ça a commencé comme ça, c'est toujours resté l'écriture. Ça a pris différentes formes. Je dirais, plus jeune, c'était plus sous forme de journal. Puis, plus vers la fin là, de l'adolescence, ça s'est transformé plus en poésie. OK. Et, mais là, je m'intéressais à tout ce qui avait rapport à l'écriture et aux livres. Donc, j'ai fondé ma maison d'édition. Et là, j'ai appris les rouages du métier de l'édition. Et à travers ça, bien, il y a la reliure et il y a le papier. Deux univers. C'est ça. Et donc, ce que me permettait de faire moi-même mon papier, c'est la liberté. J'avais aucune contrainte. Je peux faire ce que je veux. Parce que même si je te donne un crayon, tu as besoin d'un papier pour écrire. Donc, je trouvais que c'est vraiment un matériel. Si on pense aujourd'hui à quoi sert le papier. À tellement de choses. Tellement de choses. Donc, j'ai commencé à explorer, commencé à fabriquer moi-même mon papier. Puis, en même temps, ben, je suis un peu tombée dans les algues. Les algues, c'est venu dans un premier temps une question d'alimentation et de santé, en fait. Et en découvrant la quantité d'algues qui existaient, les formes, les couleurs, c'est devenu vraiment un végétal qui m'a fascinée. Donc, je l'ai intégré à mon art, puis il est venu même à devenir un emblème ou une source d'inspiration. Et c'est comme ça aujourd'hui, ben, je fais des tableaux qui font 50 par 20, donc je fais des très grands papiers, comme des objets utilitaires de tous les jours. Des blocs-notes, par exemple. Oui, donc l'Algue d'Or, ça voulait aussi... ben, ça vient d'un poème que j'ai écrit. C'est ça. Pourquoi le nom Algue d'Or? En arrière ici. Donc, à l'aube de la mer, lente s'éveille, de tes bras en caresse, l'algue au spectre d'or. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment intégrer. Moi, quand j'écris, c'est toujours un hommage amoureux à la nature, mais aussi des individus. Donc, c'est
c'est toute cette énergie-là, moi, que j'essaie de transposer dans un mouvement, soit d'écriture ou soit une impression visuelle. Donc, on me demande de quoi je m'inspire pour, comment je place les algues, tu sais, dans un tableau. Mais je dis toujours, c'est les algues qui décident. C'est pas moi. C'est elle qui se place. C'est elle qui se place toute seule. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le mouvement. Bon, vous savez, une mer, c'est toujours en mouvement. Bon, on a les marées, mais c'est ce mouvement continuel-là que j'essaie de reproduire. C'est beau en même temps parce que, tu sais, quand on fait le papier, je pense qu'il y a une phase où on a besoin de l'eau. Ou est-ce qu'il y a une phase de trempage? On va s'en reparler tantôt, mais encore une fois, il y a cette espèce de mouvement-là qui est présent. Oui, bien l'eau, c'est son élément. Donc, l'algue, quand je la plonge dans l'eau, elle revit. Vous savez, quand on cueille sur le bord des grèves, ils sont souvent asséchés, donc c'est tout pris, on ne voit pas nécessairement. Mais c'est son élément, puis voilà. Donc, dans le fleuve Saint-Laurent, on a une cinquantaine de variétés d'algues. La plupart sont comestibles, riches en protéines. Elles le sont toutes. C'est juste qu'ils ont des goûts différents. Les algues, il y a 3 grandes catégories. Okay? Tu as les rouges, qui sont très profonds au fond du fleuve. Ensuite, tu as les algues vertes, noires, brunes, qu'on appelle, qui vont être un petit peu plus près de la grève. Et tout au bord, tu vas retrouver les algues très vertes. Tout ça, c'est une question de photosynthèse. Donc, l'algue très profonde n'a pas beaucoup de lumière, elle est rouge. Et celle qui est vraiment sur le bord, elle reçoit beaucoup de lumière, donc elle est verte. Plus de photosynthèse. Donc, il y a différentes variétés selon où elles se trouvent dans le fleuve. Puis toi, elles t'intéressent toutes? Tu les utilises toutes, toi, dans ton papier? Ça dépend qu'est-ce que je fais. Okay. Donc, si je fais un tableau ou si je fais une feuille, ça ne va pas être les mêmes algues. Okay. Ils ont toutes... c'est comme les plantes terrestres. Ils ont toutes des composantes et des saisons et même, je dirais, des années. Il y a des années, certaines variétés que je ne trouve pas du tout. Okay. Moi, je cueille, donc je vais attendre à l'automne. Aux grandes marées d'automne, après les grandes marées d'automne, là, j'ai beaucoup d'algues qui viennent s'échouer sur les grèves. Mais pendant l'été, elles poussent, elles se développent. Donc, j'attends plutôt l'automne. Oui, que là, la période de croissance est passée, puis t'en as plus, là, sont plus... C'est ça, parce qu'aux grandes marées d'automne, là, c'est le dernier coup, là, où elles se font arracher puis amener sur les grèves. Alors, l'algue d'or, là, le nom, il t'est venu d'un poème. Ça fait à peu près 20 ans que ça existe. Puis, ben, c'est la passion pour la nature, les humains, l'écriture qui t'a amené un jour à dire ben, je vais faire mon papier parce que j'ai aussi le goût d'être libre. Oui. C'est pas mal ça. Mais aussi, c'est que j'ai découvert que. Ben, moi, j'ai découvert le papier de chiffon en Europe, dans des moulins qui datent du Moyen Âge. Okay. Donc, le papier de chiffon, ça date du Moyen Âge. Il faut simplement avoir ça peut être un vêtement ou un drap, peu importe, il faut que ça soit 100% d'une fibre végétale. Donc, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est surtout le coton. Moi, c'est la principale source, là, c'est le coton. On peut avoir du lin ou du chanvre, mais c'est des vêtements qu'on utilise moins aujourd'hui. Contrairement au Moyen Âge, c'était le lin, le chanvre qui étaient les grandes fibres très populaires parce que le coton poussait d'un pays chaud. Donc, c'est un type de papier, ça, le papier chiffon? Parce qu'il y a différents types ou tu dis le papier chiffon, tu le découvres? Ah, les papiers, il y en a beaucoup de sortes. Tu as le papier végétal, tu as le papier parchemin qui est de la peau animale. Le papier de chiffon, ben, en fait, c'est qui a inventé le papier? Je peux te poser la question? Aucune idée. Aucune idée. C'est toi qui vas me C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. C'est la guêpe papetière. OK? Donc, la guêpe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur des arbres, elle va chercher la fibre. OK? La fibre végétale, toujours. Pour faire son nid? Oui. Elle prend la pâte et la mâche. La réaction chimique avec sa salive lui permet d'extraire la fibre de la plante et elle place ça avec ses pattes. Et vous savez ce que c'est un nid de guêpe? Ça donne du papier. Donc, c'est en observant les guêpes papetières qu'on a développé le papier. Le papier de chiffon, apparemment, ce serait un marin chinois qui s'est rendu compte que la corde de chanvre
qui traînait sur le quai se défaisait. En étant dans l'eau. En étant dans l'eau, se défaisait et donnait une espèce de pulpe qui était similaire au papier végétal. Puis ce serait à partir de là que... Seraient nées les feuilles... Le papier de chiffon, oui. Ah, très intéressant. Donc, en Europe, là, c'est plus au Moyen Âge que ça va être très, très important. Au Québec, ça va être plus vers 1850. Surtout la papeterie Roland à Saint-Jérôme, qui était le principal producteur de... Je pense à Saint-Armand aussi, là, à Charlevoix, là, c'est vieux, il me semble, dans le coin de Saint-Armand est à Montréal. Donc, OK. Patrick, lui, il fait du papier de chiffon aussi, depuis les années 70. Alors, ben oui, le papier, ça existe depuis la nuit des temps. Tu sais, on se laissait des messages sur les feuilles de papier de bouleau. Tu sais, parce qu'à quoi ça sert, le papier? On écrit dessus, ça nous aide à entamer des feux, starter des feux en bon français, mais tu sais, il y a une foule d'objets utilitaires aussi qui peuvent être faits issus du papier. Tu sais, toi, t'en fais plein, je pense, des abat-jours. Bien, les produits que j'ai développés, moi, ce que les gens, quand ils viennent me voir, c'est vraiment des demandes très spécialisées. Donc, c'est vraiment des objets, moi, je dis, pour toujours des événements très particuliers. Ça peut être des albums de mariage. Tu sais, c'est vraiment quand quelqu'un a un événement à célébrer, puis là, ben moi, je m'ajuste. Comme avec les années, j'ai développé même des urnes funéraires. Les albums de mariage, les albums pour les événements, des produits corporatifs. Donc, avec les années, là, je travaille à la commande très spécialisée comme ça. C'est le fun, ça. Ça change tout le temps, c'est pas toujours... C'est ça. Donc, les gens m'arrivent, par exemple, avec une idée, puis là, je la développe. Parfait. Puis c'est où qu'on peut trouver tes produits dans la vie de tous les jours? Bien, je dirais, là, c'est surtout via Internet, puis chez moi ici, là, en me contactant. OK. C'est pas de surprise de rendez-vous? Oui, c'est ça. OK, parfait. Alors, on va aller explorer ensemble, je pense, les 4 principales étapes pour la réalisation d'un papier artisanal. Oui. OK, on y va. Alors, étape 1. Oui. La pulpe. La pulpe. Donc, pour faire ma pulpe, comme je te disais, j'ai besoin des vêtements 100% coton. Okay? Les gens, j'ai la chance d'avoir plein de gens de la région, puis même d'ailleurs, c'est vraiment du don volontaire. Donc, on m'apporte des vêtements, puis plus ils sont usés, mieux c'est pour moi. Donc, complètement déchirés, usés à la corde, c'est l'idéal pour moi. Puis en plus, ça ne peut pas resservir un vêtement très endommagé, ça ne peut pas vraiment resservir. Donc, disons ici, j'ai un jean. OK, donc j'ai j'ai enlevé les coutures. Puis la première étape que je fais, tu vois, c'est un bon jean usé de même, là, ça c'est parfait. C'est parfait, ça. Je commence par défaire ça en languettes. OK. Puis on ne met pas les coutures. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils. Après ça, on va les voir, peut-être? Parce que le fil, c'est du polyester. Ah. Le polyester ne va pas se défaire comme le 100% coton. Donc, le milieu, je prends vraiment, si c'est un pantalon, je vais prendre juste le milieu, pas les coutures. Ça va être coupé à peu près en morceaux, à peu près 1 pouce carré. OK. La prochaine étape, ça va être le pourrissage qu'on appelle. Donc ça va cuire pendant une journée dehors dans le bicarbonate pour ramollir la fibre. Avec de l'eau ou... Juste de l'eau, puis chauffer, puis ça détend la fibre. Okay. Et ça ramollit mon tissu. Donc, dans ma pile, ça va prendre beaucoup moins de temps à brasser. Sûrement que ça l'ouvre les pores des cellules. Là. Donc, qu'est-ce qui transforme mon tissu à... Ça va donner comme ça. Une pulpe. Une pulpe. C'est l'outil ici qui s'appelle une pile hollandaise. Alors, la pile hollandaise a été inventée vers 1600 par les Hollandais. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une roue avec des couteaux ici qui tournent à l'aide du moteur. Okay.
contre une autre série de couteaux qui sont fixes ici. On en a une coupe transversale ici. On voit bien sur l'image, là. Ouais. Donc, il y a une pente ici. J'ai mes couteaux. Au tout début, ce qui se passe, c'est que je la remplis d'eau, je mets mes carrés de tissu et lorsque j'active la machine, ça va tourner dans un mouvement circulaire. Donc, le tissu repasse et repasse entre mes couteaux pour en arriver à une pulpe comme ça. À être déchiquetée. Oui, c'est vraiment, celle-là est presque finie. Donc, sans cette machine-là, On ne peut rien faire, non. Non. Si c'est brisé, ça va pas bien. Ça... Non, pas que ça va. Non, non. Parce que la pile hollandaise, c'est un outil très compliqué à obtenir. C'est quand on s'achète ça, c'est parce qu'on est déterminé à faire du papier. Il y a 2 fabricants aux États-Unis. La mienne, elle vient de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un artisan papetier qui a décidé de démarrer son entreprise de piles hollandaises. Il en fait de toutes les tailles. La mienne, c'est format pour une personne, là, ça fait 2 livres de coton à sec. Je pèse, la mienne, c'est une 2 livres. Puis toi, tu prends du coton, mais tu disais aussi tantôt qu'on peut prendre du lin, je pense. Oui, mais on en a moins. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un lot de lin. Et le lin, comparé au coton, ça donne un papier intéressant parce que ça donne un papier très lisse. Mais le lin, c'est une fibre tellement résistante que ça me prend 2 fois plus de temps que le coton. Donc, tant que c'est une fibre végétale. C'est ça. Naturelle. C'est ça. Okay. Mais elles ont toutes leurs particularités. L'autre aspect, c'est, tu vois, c'est bleu. Pourquoi? Parce que mon jean est bleu. Donc, ça va me donner, comme ici, j'en ai enlevé un peu qui a séché, là. Donc, ma feuille de papier, elle va avoir cette couleur-là. Elle va être un petit peu plus pâle. Elle revient quasiment à la couleur du jean. Donc, la couleur du vêtement va influencer sur la couleur de ton papier. Ça me donne une couleur, c'est ça. Donc, si je veux un papier vert, il faut que je me retrouve un autre, un lot de vêtements verts. J'en ai d'autres. Ah, tiens, des jeans noirs, ça va donner cette couleur-là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je trie mon vêtement par teinte. Avant, j'utilisais des pigments. On peut utiliser toutes sortes de pigments, mais ça devient... ça ne tient pas aussi bien la couleur. Donc, je me fie uniquement à la couleur du vêtement, puis ça me donne une panoplie de couleurs rose, vert, jaune. Je peux aller chercher... Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Puis si je veux faire des nuances, ben si je veux un bleu plus pâle, je peux toujours aller mettre une pâte blanche pour pâlir. Là, je joue comme ça avec les couleurs. OK. Puis, admettons, là, si on veut faire du papier chez soi, là, puis qu'on n'a pas cette machine-là, est-ce qu'il y a une alternative qui existe? Avec du papier recyclé. Je peux te montrer, j'en ai un seau. Attends, où est-ce qu'il est? Ouais, il est ici. Bon, chez soi, là, moi, ce que je recommande, ça, j'ai fait tremper ça, parce que des fois, c'est ça, on m'arrive avec un atelier plus simple, là, disons, dans les écoles ou les bibliothèques ou pour des cours, parce que justement, l'acquisition de ça, c'est complexe, donc pour le montrer. Donc, tu vois, j'ai fait tremper le papier blanc. Qui a été à la déchiqueteuse. C'est ça, on fait tremper ça. Avec le bicarbonate encore? Non, juste tremper dans l'eau. OK. Puis après ça, moi, je vais mettre ça dans une bassine, puis je vais broyer avec un broyeur là, à main. Comme une girafe là, pour culinaire. C'est ça, oui, okay. C'est ça. Ou on peut utiliser un blender de cuisine aussi. Là. Donc, du papier recyclé, là, ça, on peut faire ça facilement chez nous. Ah. Et après ça, c'est les mêmes étapes. OK. Donc, à faire chez soi, le papier recyclé, c'est très, très facile. Puis si tu veux des feuilles jaunes, ben, tu prends juste du papier jaune. C'est ça, j'allais dire. On peut s'amuser avec des épices, on peut, avec le papier, là, c'est plus... Ça, c'est un papier pour s'amuser. C'est moins sérieux, là. Ouais. OK, cool. Je savais pas. Bon, alors, une fois que ma pulpe est terminée, on s'en va former nos feuilles dans la bassine à côté. La deuxième étape. Bon, alors, pour former des feuilles, on a besoin d'un outil particulier qui est un cadre à papier. Donc, ça, c'en est un que j'ai fabriqué moi-même. Ouais.
Donc, on en a un avec un grillage. Oui. N'importe quel grillage, mettons? Non, ça, c'est un grillage très spécifique pour la fabrication de papier. OK. C'est sûr que si vous vous amusez avec des enfants, là, ben, il y a moyen d'aller prendre un grillage de fenêtre. OK? Oui, c'est ça. Mais celui-là, il est spécifique. J'en ai même un autre. Celui-là, c'est un grillage. C'est un professeur de pavillon de l'avenir en papier qui m'a apporté ça. Ça vient d'une machine industrielle de papier. Okay. Donc, j'en ai fait un cadre en 8,5 onces. Donc, on voit que c'est un grillage qui est beaucoup plus serré. Encore serré, plus fin. Fait que ça fait un papier plus concentré, plus... non, ce que ça fait, c'est que ça me permet, en fait, d'aller chercher une feuille beaucoup plus mince parce que mon eau puis ma pulpe va être plus en surface. Okay. Ça va s'échapper moins vite. Donc, je peux aller chercher un papier, faire une feuille beaucoup plus mince. Puis ton grillage, tu le broches, tu le colles? Collé et broché, oui. OK. Ici, ce qu'on retrouve, tous les papetiers, ils ont leur signature dans la feuille de papier. Ici, qu'on appelle un filigrane. Puis ça laisse une empreinte. C'est ça. Donc, ça va apparaître lorsque ma feuille va être terminée, puis que je vais la mettre à la lumière. On va voir la signature apparaître. Donc, c'est une façon de signer les papiers. Il y en a que ça va être un petit dessin, chaque papetier. C'est subtil quand même. Ah, sa signature, c'est ça. Puis c'est un fil de métal, toi, que tu as. C'est ça, un petit fil de cuivre qui est cousu sur le grillage. Fait que ça te prend un cadre comme ça. Donc, on a un cadre, un cadre qui a son grillage et l'autre qui est exactement pareil, qui vient par-dessus. Sans grillage. Dans ma bassine, oups, attends, je vais mettre ça comme ça. Dans ma bassine ici, là, on travaille avec de la pulpe blanche. OK? Donc, ça, c'était un drap. Ensuite, donc, on voit je vais, pour ajouter mes algues, là, tu vois, je les ai faites tremper. OK. Oui, c'est ça. Toi, tu mets des algues, mais on pourrait mettre d'autres choses. Ben, oui, ça, c'est tout un autre travail. Il y a certains végétaux qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Je vais ajouter des fois pétales de fleurs et algues. Je vais faire des mélanges, mais c'est vraiment l'algue que je privilégie. Donc, ma cueillette se fait en automne, comme je t'ai dit. Donc, quand je cueille, je fais sécher immédiatement. Une fois sèche, l'algue va durer des années. Donc, je la réhydrate dans une bassine comme ça. Donc, j'ai simplement à replonger mes algues. Comme ici, j'en ai des vertes. Tiens les dons. Fait que tu peux les défaire puis mêler dedans. En petits morceaux? En petits morceaux, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de la mousse de mer. T'as-tu la main de mer, là? La main de mer. La dulce. Ouais. Ici, un petit peu. Donc, on défait nos algues dans la pulpe comme ça. Puis, est-ce que tu as rajouté de l'eau ou c'est le... Ça, c'est la quantité d'eau que ça me prend là, pour travailler. OK. Y a-t-il un ratio à respecter? Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Ouais. La texture. Donc, la quantité de pulpe, là, ça, c'est l'expérience. Moi, comme je touche de même, je sais que c'est bon. OK. Je vais toucher voir pour m'en rappeler. OK. Ensuite, le tirage. Donc, on maintient bien nos deux cadres ensemble. OK. Et on vient chercher la pulpe. Et là, on la répartit également sur notre cadre. Là, le grillage laisse passer l'eau. C'est ça. Donc, le temps que, tu vois, il y avait de l'eau, je répartis la pulpe. OK? Quand l'eau était vraiment... Donc, j'enlève mon premier cadre. OK. Et voilà, j'ai une feuille, mais elle est gorgée d'eau. Oui. Elle semble épaisse, mais c'est parce qu'elle est gorgée d'eau. C'est ça. Donc, l'épaisseur de la feuille, comment je la détermine? Bonne question. L'expérience. Moi, je sais, juste à sentir le poids de la pulpe dans mon cadre, je sais quelle épaisseur va avoir ma feuille. OK. Mais ça, c'est des années d'expérience. C'est des essais-erreurs. Oui, à force d'en faire, on développe le coup de main. Donc, ça prend à peu près, je te dirais, 1 an à développer ce coup de main-là. OK. Ensuite, lorsque là, ma feuille est en train de dégoûter un peu, on va aller
la transférer, faire le couchage de la feuille. Qui est la 3e étape. C'est ça. Donc, la prochaine étape, le couchage de la feuille. Donc, tu vois ici, j'ai une feuille, mais j'ai besoin, je ne vais pas produire juste une feuille dans ma journée, ça en prend plusieurs. Donc, on commence par mettre, ça c'est le fond d'une presse. Et ça ici, c'est des feutrines. Donc, je me resserre à chaque fois. Comme tu vois ici, j'ai déjà couché une feuille. Une ou deux? J'en ai une. Ça, c'est ma feutrine. Et préalablement, j'ai couché une feuille. Donc, je vais la couvrir avec une feutrine. Entre chaque feuille, tu mets une feutrine? C'est ça. Donc, je la planie comme il faut. Parce que je veux voir où est-ce qu'elle est. Oui. On voit les contours. On voit les contours qui ressortent. Et là, la feuille qu'on a fabriquée ici, on vient la coucher exactement par-dessus l'autre. Et voilà. Donc, on va continuer comme ça. Une feutrine, on tire une autre feuille, on la couche. Donc, j'ai couché ma feuille. Là, dans une journée, là, je vais faire une 50aine de feuilles. OK? Donc, ça va donner une pile à peu près haute comme ça. Et je viens mettre l'autre planche identique par-dessus. Je viens serrer le tout. Pour qu'il y ait du poids. C'est ça. Donc, pour enlever l'excédent d'eau, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Ensuite, j'ouvre ma presse et puis je vais venir chercher chacune des feuilles encore accrochées après la feutrine. Puis je vais aller les accrocher sur le fil qui est derrière toi. Puis une fois accrochées? Une journée à sécher et ensuite on va les défaire de la feutrine. Alors, le séchage, là, ça, c'est des feuilles que j'ai fait hier. C'était l'autre format, 8,5 par once. Donc, on les décroche. Prend une journée à peu près à sécher. Et là, je la sépare de ma feutrine. Donc, la feuille, lorsqu'elle est sèche, ça donne ça. Donc, la toute dernière étape, donc, c'est l'aplanissement. Donc, moi, je le fais simplement dans une presse et je laisse le temps faire son œuvre. Merci, Cynthia. Au plaisir. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette d'apprendre en ta compagnie cet art qui est celui du papier, parce que c'en est un. Puis c'est magnifique ce que tu fais. Merci.